Chargé de l'identité niçoise auprès de la mairie de Nice. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Eric. Qu'est-ce qu'il a d'identitaire ce carnaval de Nice? On va normalement y retrouver tous les symboles qui font la ville de Nice. Oui, on y retrouve tout ce qui fait l'identité de Nice et on a trace du carnaval depuis la fin du XIIIe siècle. Lorsque Charles d'Anjou, comte de Provence, était venu et qu'on évoquait les joyeux jours de carnaval, eh bien, c'était une fête populaire. Et depuis, les Niçois, avec ces emblèmes que sont l'aigle, la ratapignata, la chauve-souris, que sont évidemment les morts ou que sont les vespes, tout cela, on le retrouve dans le carnaval. On retrouve le babao aussi. Annie, on retrouve le babao. Oui, Ouais. moi, Alors le babao, on va expliquer ce que c'est voudrais- pour ceux qui nous regardent par exemple à Marseille ou à Aix-en-Provence. C'est pas forcément évident. Qui est le babao? le Qui est Baba, un c'est personnage vraiment très emblématique du carnaval. C'est le dragon et c'est un thème cosmogonique parce qu'on va retrouver des dragons un peu partout. Je voudrais simplement rajouter qu'il y avait aussi des personnages typiques de l'identité niçoise et le grand-père de Monsieur Gagliolo avait créé un personnage qui s'appelait Tanta Vitorine et mon oncle avait fait un char avec Tanta Vitorine à l'avant du char. Voilà, et ça, puisque- ce sont des tailles typiques propres à l'identité niçoise. C'est ça. Tanta Vitorine, c'était un personnage créé par votre grand-père, Francis Gag, Oui. qui est auteur niçois, notamment de nombreuses pièces de théâtre et de personnages. Et Tanta Vitorine a été régulièrement caricaturée ici dans elle a le même- défilé. Elle a même eu l'honneur d'un char et elle trônait à l'avant du char comme ça, comme à aurait fait. pu trôner une reine de carnaval. Mais elle n'était pas reine de carnaval à ce moment-là. C'était juste Voilà. un personnage qui représentait l'expression niçoise, l'humour niçois, le sarcasme niçois. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans notre identité et qu'on retrouve dans le carnaval, c'est la moquerie, l'ironie. Et donc cette tante Vitorine, elle commentait l'actualité de la même manière que dans son histoire, le carnaval aussi a commenté l'actualité. C'est important le mot que vous venez de prononcer, moquerie, évidemment dans un carnaval. Mais est-ce que le fait que le carnaval de Nice soit un carnaval où on se moque peut-être un peu plus qu'ailleurs, a une résonance dans l'identité des Niçois? Quand on dit même Bati par exemple, ou voilà, je suis à l'aise partout. Est-ce que cet humour, il vient aussi quelque part du carnaval chez les Niçois? L'un et l'autre s'alimentent. Le Niçois fait du carnaval ce qu'il est et le carnaval alimente cette spécificité niçoise qui est un regard un peu distancié par rapport aux choses, qui est toujours cet humour, cette dérision aussi et cette autodérision. Alors vous l'entendez derrière nous, la musique que l'on entend, c'est la musique d'ouverture de cette parade du 150e anniversaire, Annie. Oui. Nous allons démarrer de façon très solennelle avec un compte à rebours et on va prendre juste quelques instants pour aller voir Nathalie au milieu des spectateurs qui doivent commencer à être bouche bée devant ce spectacle, ce chrono qui va démarrer. Nathalie. Oui, tout à fait, pour ce 150e anniversaire. Comme je vous disais tout à l'heure, nous avions notamment des Grenoblois, donc Florence et Jean-Christophe, qui se sont levés aux aurores ce matin. Alors pouvez-nous vous dire si c'est votre première fois? Tout à fait. On a attendu 50 ans. Vous voyez, j'ai 50 ans et c'est la première année qu'on vient ici au carnaval de Nice. Alors justement, quelles sont vos premières impressions? Super, beaucoup d'ambiance et puis la météo qui est au rendez-vous. Donc ça présage que des bonnes choses, des belles choses. Intricable, c'est vraiment un super spectacle, il faut se déplacer pour venir le voir. C'est la première fois qu'on vient, c'est exceptionnel, c'est très bien. Alors nous avons aussi de l'autre côté des gens venus de Tours. Bonjour. Alors vous étiez étudiante et donc c'est votre premier carnaval également? Tout à fait, c'est mon premier carnaval, je suis super contente d'être là. Alors, contente, vous y attendiez quoi pour ce 150e anniversaire? On attend beaucoup de charme, bien évidemment, de la joie de tout le monde, et voilà, c'est déjà beaucoup. Bon, je vais la laisser parce qu'on lui demande de se lever comme tout le reste du public ici. Voilà, nous y sommes. On est à quelques secondes du démarrage de cette parade. Qu'est-ce que vous attendez, vous, Jean-Luc, vous qui avez en charge l'identité niçoise, d'un événement comme celui-ci qui est quand même un événement exceptionnel par rapport à d'autres carnavals? C'est très simple. J'en attends ce qu'on en attend depuis 1873. C'est-à-dire qu'on intéresse ceux qui ne connaissent pas Nice, les touristes, comme ça a été organisé en 1873. C'était véritablement pour attirer les hivernants et les garder chez nous. Et de la même manière, je veux que les Niçois s'y reconnaissent aussi. Ouais. Annie, la notion internationale est très importante dans ce carnaval de Nice.
qui va démarrer et vous allez me parler de la dimension internationale juste après avoir profité de quelques images de cette ouverture en grande pompe. Regardez. Je veux voir tous les bras levés au ciel, tout le monde, 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 tout le monde. De gauche à droite, de droite à gauche, nous allons visiter le monde, un véritable grand tour du monde de ses richesses. Avec un défilé et un dispositif exceptionnel, comme vous l'annoncez, monsieur le maire. Et pour ouvrir justement la marche, la cavalcade, comme se faisait d'ailleurs d'antan lors des grandes parades. Il n'y avait pas de moteur, il n'y avait que des chevaux. Cavalcade, costume, évidemment, pour ouvrir le défilé. Voilà, la troupe que vous apercevez s'appelle la troupe des Falabra, qui est là pour entretenir l'ambiance, faire monter cette ambiance, mais je pense qu'elle va monter toute seule, le public est vraiment acquis. 18 000 personnes présentes ici, ça veut dire que c'est une jauge pleine, on ne peut pas en faire rentrer plus de monde, elle est à guichet fermé, hein, cette première représentation du Carnaval de Nice. C'est une représentation évidemment exceptionnelle, 32 chars qui vont défiler, 32 pourquoi? Parce qu'il y a les 16 chars du Corso Carnavalesque et les 16 chars de la bataille de Fleurs. On va parler de la dimension internationale de ce carnaval avec Annie Sidro. Annie, le Carnaval de Nice a invité évidemment cette année en invité d'honneur le Brésil, parce qu'on va rappeler, comme on le fait chaque année ensemble, que le Brésil s'est inspiré du Carnaval de Nice. Le Carnaval de Rio, c'est d'abord le Carnaval de Nice, c'est bien ça? Oui, on peut le dire, puisque en 1887, c'était l'empereur du Brésil, Pedro II, qui assistait au carnaval avec sa fille. Et quand elle est retournée à Rio, elle a développé les parades fleuries et sur la Flamengo, qui était la promenade des Anglais de Rio de Janeiro. Parce qu'avant, le carnaval de Rio, c'était surtout des balles. Ouais. Des balles pour la haute société, etc. Et après, c'est devenu ce grand défilé qu'on connaît maintenant. Évidemment, le défilé du Sambodrome est devenu très très important. Mais le maire de Rio nous a délégué le roi Momo et sa course, sa reine et ses deux princesses qui vont remettre, qui ont remis au maire de Nice le drapeau de la ville de Rio et qui font l'animation d'ouverture du carnaval de Rio. Et cette année, ils vont faire aussi l'ouverture du carnaval de Nice. Voilà. Et je sais que cette semaine, vous êtes allé chercher vous-même en personne à l'aéroport, parce que j'ai mes espions là aussi, le roi oui. du Brésil. C'est qui le roi? Alors chaque année, mais ils sont... Là, c'est la 3e fois qu'il a été élu roi. Il s'appelle Wilson Diaz. Et ils font partie d'un concours très sérieux. Et c'est lui qui va recevoir du maire de Rio les clés de la ville. Et il est le roi de la ville pendant toute la durée du carnaval. Et vous allez voir, il a un sourire et une pêche prodigieuse. Alors Annie, on va regarder quelques images parce que la force aussi de ce carnaval, c'est de propager la culture du carnaval dans tous les lieux de culture de Nice, que ce soit la bibliothèque Raoul Mille, que ce soit certaines villes voisines comme la Trinité aussi qui rendent hommage au carnaval de Nice avec l'expo autour de Moya. Si on va au musée Masséna, eh bien on va avoir droit à une exposition consacrée au Brésil. Vous avez eu l'occasion d'aller visiter cette exposition? Oui, alors cette exposition... Qu'est-ce qu'on va y voir? Cette exposition est remarquable, c'est une collection de 25 costumes d'un grand estac de Rio, qui est belge. C'est un belge, mais il a rapporté les plus beaux costumes qu'il a portés lui-même à Rio de Janeiro. Et d'ailleurs, on va le voir arriver. Il va être sur le char en hommage à Rio de Janeiro. Il s'appelle Alain Taillard. Et c'est lui qui a organisé cette belle exposition au musée Masséna avec Jean-Pierre Barbero. Et là, nous avons aussi spécialement dessiné de Rio. Ils nous ont envoyé leurs dessins par les deux meilleurs carnavalesques de Rio. Leonardo Bora et Gabriel Haddad, qui ont dessiné un char spécial de Rio de Janeiro en hommage au carnaval de Nice, comme en 2009, dans le cadre de l'année de la France au Brésil, l'école de samba de Grand Rio avait consacré le char de Triboulet, un hommage au carnaval de Nice, entouré par 600 figurants en hommage au carnaval de Nice.
Voilà, et on va voir effectivement cette troupe de Rio et ce char dessiné par des carnavaliers brésiliens défiler, puisque ça y est, les premiers chars arrivent. Alors il faut savoir que pour cette première, cette toute première qui est en fait une parade spéciale que l'on ne reverra plus jamais, on a mélangé tous les chars, mais en plus on a fait en sorte que ce ne soit pas comme d'habitude le roi, la reine, Carnavalon qui ouvre ce défilé. Pourquoi on a tout chamboulé? C'est ça le charivari, le vrai? Ça c'est le charivari. Alors je vais quand même faire un clin d'œil à Philippe Villamicciana, qui est un grand spécialiste de la télévision. C'est lui qui nous a proposé de créer ce cortège avec tous les chars qu'il avait appelé XXL, avec tous les chars des batailles de fleurs et tous les chars de carnaval et les groupes de carnaval. Et c'est Caroline Constantin, notre directrice du carnaval, et sa merveilleuse équipe. Beaucoup de femmes, je suis ravie qu'il y ait beaucoup de femmes impliquées dans le carnaval. Elles ont accompli avec leurs coéquipiers, bien sûr, un travail fabuleux. Et je suis ravie de passer un beau soleil. Caroline Constantin, qui sera défilé. l'une de nos invitées sur cette terrasse panoramique dans un instant. Merci beaucoup Annie. On va rester quelques instants encore avec Jean-Luc. Nous aurons également dans un instant un carnavalier, Cédric Pignataro, qui va nous rejoindre. Mais juste avant, eh bien, on va donner la parole à Héloïsa qui se trouve pour nous sur la place Masséna, au plus près de ces chars. Héloïsa. Oui, on a réussi à monter même sur un char avec Emmanuel Arnaud pour rencontrer Irina. Irina, bonjour, vous êtes ambassadrice d'un des chars de la bataille des fleurs. Alors, en quoi consiste votre rôle exactement à vous aujourd'hui ? On doit animer le char, donc animer notre magnifique costume qui a été fait expressément juste pour ce char-là. Et après, nous allons lancer des fleurs dans le public qui se trouve sur la place Masséna. Vous êtes en contact direct avec les spectateurs. J'imagine que c'est très émouvant, même très enrichissant. Oui, bien sûr, parce qu'on voit vraiment le regard des gens avec des étoiles plein les yeux, le regard des petites filles qui rêvent, qui sont juste là émerveillées par tous ces costumes. Donc c'est un rôle magnifique, quoi. Et alors en plus, Irina n'est pas une débutante puisque vous avez été reine du carnaval l'année dernière, il me semble. Oui, exactement. Oui, j'étais la reine de l'année dernière pour le roi des animaux. Qu'est-ce que ça fait d'être reine du carnaval et de recommencer cette année encore avec un tout nouveau rôle ? C'est un sentiment vraiment particulier parce que l'année dernière, on était vraiment le costume phare du carnaval. Et cette année, c'est un autre costume. Donc on doit apprivoiser ce nouveau costume qui est juste magnifique aussi parce qu'il y a un travail énorme derrière ces costumes. Donc c'est juste merveilleux, quoi. C'est vrai que votre costume est absolument magnifique. Nous, on va devoir descendre de ce char justement pour ne pas faire tâche pendant le défilé. Et puis parce que ça remue un petit peu sur ce char, alors il faut bien s'accrocher. On se retrouve juste en bas dans quelques instants. Merci Héloïsa, à tout à l'heure. On va profiter encore de quelques-unes de ces images de ce défilé exceptionnel des 150 ans qui ne fait que démarrer. Regardez les images et puis dans un instant on continue à parler de cette tradition et de cette tradition ancrée aussi chez les jeunes avec Jean-Luc Gagliolo. À tout de suite. Passer les yeux au ciel, voir toutes ces richesses qui sont là, portées de main ou à portée des yeux, justement, pour les voir, les contempler ces astres, justement, pour doigts de la terre, et nous pouvons les regarder. C'est du patrimoine mondial également, celui de l'astronomie représenté sur ce char de bataille des fleurs. De retour sur cette
terrasse panoramique et c'est Cédric Pignataro qui nous a rejoint. C'est un des grands artisans de ce carnaval. Il est carnavalier, il fabrique donc ces chars. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va continuer à parler quelques instants avec Jean-Luc et puis dans un instant on va revenir sur votre travail acharné, puisque sur les 16 chars du carnaval cette année, du corso carnavalesque, vous avez travaillé sur 15 chars, vous m'avez dit, c'est ça? C'est ça, on a un collectif entre carnavaliers. D'où cette mine en pleine forme, mais qui aurait besoin de se reposer aussi un petit peu, non? Il serait temps. On va y revenir. Jean-Luc, dites-moi, comment est-ce qu'on fait passer l'identité niçoise à travers le carnaval, par exemple, auprès des jeunes? Parce que je sais que vous vous occupez énormément de la jeunesse et de faire passer cette tradition de façon quand même relativement moderne. Comment est-ce qu'on s'y prend? Ça passe par le biais notamment des dispositifs de culture à l'école qu'on a mis en place sous la conduite de Christian Estrosi, pour justement que les plus jeunes puissent découvrir l'identité niçoise. Alors ça se fait évidemment par le biais d'ateliers qui sont organisés dans les écoles ou dans les accueils de loisirs, dans les animanistes, ça se fait par le biais d'expositions, ça se fait par le biais des musées dans lesquels on amène les enfants, les collégiens, les lycéens, ça se fait aussi par le biais de rencontres avec des artistes, ça se fait par le biais de visites des ateliers des carnavaliers, ça se fait aussi par le biais d'un album Panini qu'on a fait l'année dernière, qui permet aux enfants de constituer, comme vous le faisiez quand vous étiez jeune à la préhistoire. Oui, à la préhistoire, c'est ça. Bien sûr, pour les albums photos des footballeurs, on le fait aussi pour le carnaval, pour l'histoire niçoise, pour l'identité niçoise. On a des supports qui sont visuels, on a des supports qui sont papier, on a des expositions, on a des musées, et puis on a des artistes avec lesquels on collabore en permanence pour diffuser la connaissance de l'identité niçoise, du carnaval et de la langue, bien évidemment. Jean-Luc, on va aussi dire qu'il y a un village du carnaval ici, oui, qui s'adresse à la fois aux petits niçois et puis à tous ceux qui vont nous rejoindre là de la région entière pour venir visiter la ville, mais aussi voir évidemment ce carnaval. On va pouvoir leur proposer des ateliers. À quoi il sert ce village du carnaval? C'est vraiment là aussi un diffuseur de culture niçoise. C'est un outil de transmission, tout simplement parce que le carnaval s'adresse à vous et moi, à nous qui connaissons le carnaval, mais s'adresse aussi à ceux qui voudraient le faire découvrir à leurs enfants ou qui, venant d'ailleurs, voudraient le découvrir eux-mêmes. Donc ils vont pouvoir faire des masques de carnaval, ils vont pouvoir découvrir comment on fabrique des grosses têtes. En fait, c'est la base. Ce que nous connaissons, ce que Cédric connaît parfaitement bien et que sa famille, comme les Provigna, comme les Cidreau, ont fait depuis des centaines d'années, en tout cas depuis au moins 150 ans. Et c'est vraiment le but de transmettre à tout le monde. Alors on va transmettre maintenant quelques secrets de fabrication grâce à Cédric Pignataro, carnavalier. Le métier de carnavalier, on a l'impression que c'est un métier ponctuel sur quelques mois de l'année. Pendant combien de temps vous allez fabriquer ces sujets qu'on est en train de regarder en ce moment? La production du carnaval, elle est quand même relativement contractée. Oui. Ça reste sur 2 mois et demi de fabrication. Par contre, on fait beaucoup de conception. On imagine les chars dès la fin du carnaval précédent. Ouais. Quand le thème est lancé, on peut déjà soumettre des idées de chars. Alors tout à l'heure, on a vu des images et un reportage qui nous emmenait dans les coulisses, où là, on s'aperçoit que vous êtes aidé par de la 3D, par des robots aussi. Ça vous a fait gagner énormément de temps. Combien il fallait de temps pour faire un char entier au début de votre carrière et combien il en faut aujourd'hui? Alors moi je suis arrivé en pleine transition dans les années 2000 à la tête de la société Nice Festivités, mais à l'époque de mon grand-père et mon arrière-grand-père il fallait entre 7 et 6 mois pour fabriquer un char. Aujourd'hui en une quinzaine de jours avec les temps de séchage des résines, entre les outils technologiques qui nous permettent d'usiner ces fichiers 3D, en 15 jours, 3 semaines, on est capable de sortir des chars. Mais il faut comprendre qu'on garde quand même toute la maîtrise artistique et les codes picturaux. C'est simplement des nouveaux jouets à disposition pour les carnavaliers pour arriver à notre résultat. Alors, on va revenir dans un instant à la tradition et la modernité, puisqu'on est avec un homme des traditions ici et qu'on voit que ce carnaval évolue aussi avec son temps. Mais juste avant, on va faire un petit détour
par les gradins où se trouve Nathalie pour vivre l'ambiance côté public, Nathalie. Oui, exactement. Je suis avec Eric et Dominique. Eux sont venus de Bretagne. Ils ont fait 1200 km et ils ont une petite astuce pour ça. Bonjour. Alors, comment vous êtes venus aujourd'hui En camping-car. Alors, comment ça s'est passé? Vous avez parti en étapes? Oui, en 3 jours. Alors, comment vous avez fait? Plusieurs étapes pour venir jusqu'ici? On a fait 4 étapes. 1200 km en camping-car et on est arrivé à Sospel. Sospel, pourquoi? Parce qu'il y a le carnaval de Nice et il y a la fête des citrons à Menton. C'est juste dans le milieu. Eh bien voilà, ils ont décidé de faire et le carnaval et la fête des citrons. Merci Nathalie. Merci beaucoup Nathalie. Et puis en parlant du public, on a vraiment décidé depuis quelques années de rendre ce carnaval plus populaire. Parce qu'on a dit pendant un moment que le carnaval de Nice devenait juste une vitrine pour justement les touristes. Aujourd'hui, on peut rentrer complètement gratuitement sur ce carnaval, par exemple, quand on est entièrement déguisé. Ça, c'est pour dire vraiment que tout le monde peut venir. Oui, l'objectif, c'est que tout le monde puisse accéder au carnaval. En étant entièrement déguisé, on entre gratuitement. Et je rappelle quand même qu'en 1873, quand on crée le carnaval sous la forme qu'on connaît aujourd'hui, c'est pour en faire un spectacle que les Niçois 2 ans et 3 ans plus tard se réapproprient comme une fête populaire. C'est ça. Et ce spectacle, on va aussi le diffuser là encore au travers de tous les quartiers. C'est ça. Il y a ici la grosse machinerie et puis les quartiers vivent aussi leur carnaval. C'est toujours le cas. Oui, c'est la vie du carnaval dans les quartiers, mais faite par les habitants eux-mêmes, par les associatifs eux-mêmes, qui vont faire leur propre carnaval et qui vont de fait s'agréger au carnaval central. Ouais. Par exemple, en tant que carnavalier, est-ce que vous donnez des petits coups de main au carnaval de quartier? Ça vous arrive ou vous n'avez pas du tout le temps? Alors, on donne des astuces, évidemment. On prête des décors. On fait tout ce qu'on peut pour justement faire vivre le carnaval dans les quartiers. Mais il y a plein d'autres, il y a des familles, on a des visites au quotidien à la maison du carnaval, des gens qui nous disent on a nos enfants qui sont passionnés, comment on peut faire la colle. Tous les jours ça nous arrive. Ouais. Alors quand vous êtes dans vos hangars, je le disais, est-ce que vous êtes nostalgique par exemple de papier, de ces têtes qu'on faisait en papier mâché, ou est-ce que vraiment aujourd'hui vous ne pourriez pas revenir en arrière après avoir goûté aux nouvelles technologies? Ben c'est compliqué. Nous, on essaye aujourd'hui de respecter, de faire pérenniser cette tradition. Mais comme je vous dis, c'est vraiment dans la forme, dans les codes picturaux. Après, les matériaux et les outils font partie de notre évolution. Aujourd'hui, on vous demande de fabriquer un char comme on le faisait avant. On n'aurait plus exactement les mêmes volumes. Quand vous voyez des chars derrière qui montent à 12 mètres, 14, 18 comme le roi, c'est plus possible. Moi, dans les années 80, j'étais tout jeune, il y avait la tête du roi derrière mon grand-père. Mon grand-père, qui mesurait à peine 1,80 m, dépassait cette tête. Aujourd'hui, le moindre mannequin secondaire, il a une tête de 2,50 m. Je pense que c'est quand même intéressant pour le spectacle qu'on ait des gros volumes. Et on a quand même des finitions, l'esthétique est mieux finie. Vous travaillez essentiellement sur le défilé du corso carnavalesque. Vous ne touchez pas du tout, ou vous touchez quand même au char de la bataille de Fleurs? Tout à fait. Dans le collectif derrière, on a fait la totalité des chars de bataille des Fleurs. C'est-à-dire, ce qui nous a été demandé cette année, c'est des chars fleuris, mais qu'ils soient fleuris ou pas, le char doit être présentable, complètement fini. Donc on peut les voir derrière, mais c'est des... Vous avez travaillé par exemple sur ceux que l'on voit en ce moment Alors celui que l'on voit là, c'est un que j'ai fait, c'est le char du wax, c'est l'art du wax. Donc c'est tout des tissus, des rouleaux de tissus, où les fleuristes sont venus souligner ce travail de carnavalier. Voilà, le wax, c'est l'art du tissage africain. Hein. Et on a effectivement des savoir-faire du monde entier qui sont représentés ici. Quel est le char qui vous a donné le plus de fil à retordre, Cédric? Je pense que me concernant, c'est Carnavalon,
qui cette année, donc, le Carnavalon, c'est le fils du roi et de la reine. On le verra tout à l'heure. Voilà, Parce que le roi et la reine n'ont pas eu un, mais deux. Et c'est ça, deux enfants. naissances. Donc je vous laisse imaginer 2 fois plus de travail. Voilà, ce sont des jumeaux cette année. Restez bien avec nous. Dans un instant, on aura une petite anecdote croustillante aussi, parce que chaque année, Cédric fait un clin d'œil à sa petite fille. Elle a 5 ans cette année. Et il nous dira sur quel char on va pouvoir voir ce clin d'œil très mignon tout à l'heure. Merci en tout cas, Jean-Luc, de nous avoir rejoints. Nous, on va profiter quelques instants des images. Et puis dans un instant, c'est ce grand enfant qui va nous rejoindre, qui a réalisé son rêve de gosse dont je vous parlais tout à l'heure, celui de réaliser le seul et unique musée du carnaval en France. C'est Sébastien d'Albera qui va nous rejoindre. Restez bien avec nous, Cédric, et à très bientôt, Jean-Luc.